Donc, l'apparition du dernier roman de Jean Echenoz, Envoyé spécial, sur lequel je vais me pencher aujourd'hui, ne survient pas malgré mon enthousiasme sincère, sans provoquer chez moi un certain agacement. C'est qu'il y a quelques années, mon mémoire de maîtrise, hein, comme Olivier l'a mentionné, portait sur la narration echenozienne, sur la présence-absence propre à Echenoz, que certains rapprochaient du Diderot de Jacques le Fataliste, mais en plus camouflé, en plus joueur. C'est un des traits principaux narratologiquement d'Echenoz. En effet, outre de rares exceptions, on aura souvent remarqué que chez Echenoz, le narrateur omniscient se fait fort d'une grande présence, hein, sa régie apparaît sans cesse, on l'a vu aujourd'hui, sans toutefois que pronominalement, déictiquement ou actoriellement, il apparaisse tout à fait. Des cas comme Nous trois, dans lequel un narrateur autodiégétique occupe le rôle du narrateur hétérodiégétique, fait évidemment figure d'exception, ou encore certains passages fort stimulants de Cherokee ou des Grandes Blondes, lorsque la narration se demande soudainement ce qu'elle fait à faire ce qu'elle fait. Donc ce sont certaines exceptions, mais en général, la narration se cache pour se montrer. Donc, ces cas sont rares chez Echenoz. Aussi, mon mémoire tenta-t-il de bien expliciter les stratégies de présence-absence avec de retard-jeu de focalisation, des mises en présence en trompe-l'œil au sein de mises en abîme perfides, etc. De là, donc, mon agacement. Envoyé spécial ne cache rien. La présence narrative est affectée, comme si soudain, après des années de cachotterie, on en avait assez. On se retrouve à la page 11 seulement, lorsque le narrateur survient dans la discussion entre Paul Objat et le général Bourgeot, lesquels sont en train de mettre en place un plan confus dont nous ne comprendrons le fin mot que très tard. En l'occurrence, il prépare la fiction, il nous en montre les ficelles, sans rien nous révéler qui nous permette de bien relier ces ficelles ensemble pour le moment. Puis la narration nous dit ceci. Faisant fi de nos obligations de réserve ainsi que du secret service, précisons d'abord l'identité de l'officier supérieur. Félicitations. Donc, vous voyez l'explicitation ici du procédé, mais encore évidemment avec une forme de subtilité. Nos obligations de réserve appartiennent aux règles du roman, à un art romanesque prescrivant à la narration omnisciente, qui est déjà un procédé assez merveilleux comme ça, de ne pas exprimer une personnalité, une présence, de ne pas faire signe de vie. Elle ne doit être que régie. Cette obligation de réserve métatextuelle se double toutefois du secret défense, une information qui est, elle, bien diégétique. Ce double niveau rappelle certaines évidences dans le contrat romanesque que nous nouons. La narration omnisciente fémine de ne pas connaître son récit pour dénier le fait qu'elle l'invente. Et elle n'existe comme instance discursive qu'au sein d'un lieu fermé sur lui-même, la fiction qui est en marche, qui instaure ses propres règles, comme celle du secret défense. Donc, ce sont ces deux règles qui, d'entrée de jeu, dont fait fi le roman d'entrée de jeu. Ces circonvolutions me servaient à mettre la table à ma présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous présenterai une rapide analyse d'envoyé spécial, une analyse qui aurait fort aimé renouer avec mes amours narratologiques et montrer le jeu de présence-absence narrative qui aurait organisé la trame romanesque. Mais ce dernier roman d'Echenoz, donc, ne me donne pas les moyens d'une telle lecture. Toutefois, par ce jeu particulier de présence narrative, nous rencontrons une surenchère d'effets de romanesque, selon l'expression de Christine Jérusalem, qui l'oppose à l'effet de réel. Cet effet de romanesque participe à son esthétique artificialiste. Tout est artificiel, notre Jérusalem, mais peut-on ajouter, tout ne sert qu'au fonctionnement artificiel surdéterminé de la trame narrative. Ce sont les surcharges de signes qui tournent à vide, sur lesquels a déjà écrit Bruno Blankmann. Ces constats, donc déjà anciens, sur l'œuvre d'Echenoz serviront de guide à mon hypothèse, à savoir, dans son dernier roman, Echenoz surjoue le vide dans lequel il propulse depuis longtemps ses intrigues, ce vide qui fait en sorte qu'on comprenne toujours confusément les tenants et aboutissants des enquêtes et des plans qui s'échafaudent. Mais ici, dans Envoyé spécial, on comprend aisément le plan. Le problème, c'est que dès le commencement, on sait que tout ce fatras ne sera que fatras, artificialité autour d'une quête qui ne saura aboutir. Donc, le titre de ma communication va en ce sens, c'est qu'on y était presque, laissera tomber un héros avant de se faire ossir par l'armée nord-coréenne dans les dernières pages. En effet, ça faisait des centaines de pages déjà que tout s'organisait pour cette extraction de dissidents nord-coréens. C'est con, oui, mais c'est comme ça. Pour les fins de cette présentation, je vais procéder en 3 temps. Donc d'abord, je vais tenter de présenter dans le détail l'intrigue d'Envoyé spécial, histoire que vous puissiez ressentir ce vide. Donc je vais faire un assez long résumé. Le but, c'est pas tant de résumer, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous l'avez lu, mais c'est bien donc de faire ressentir par le résumé l'effet de vide qui est au centre de mon hypothèse. Ensuite, je vais approfondir dans le grain du texte 2 phénomènes qui représentent tout particulièrement la mécanique de ce vide,
pour terminer en affinant mon hypothèse qui est encore, bon, évidemment, un peu grossière et un peu répétitive en regard de ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, sans plus attendre, un résumé. Accrochez-vous. Donc, Paul Objat et le général Bourgeot discutent lors d'une réunion dans les premières pages du roman. Ce dernier, le général, veut une femme pour une mission délicate, prévient-il, et Objat a sa petite idée. Mais ça à quoi on assiste, c'est véritablement au façonnement d'un personnage romanesque. Bourgeot recommande qu'on traite cette femme d'une manière particulière. Je cite Monsieur le Général. « Ce qu'il faudrait avant tout, voyez-vous, c'est lui faire subir une sorte de purge une fois que nous l'aurons trouvée. La mettre entièrement hors circuit quelque temps avant qu'elle intervienne. Une sorte de bonne cure d'isolement, si vous voulez. La personnalité se modifie dans ces cas-là. Je ne dis pas que ça détruit le caractère, mais ça crée des réactions mieux adaptées. Ça rend le sujet plus ductible. » On insistera sur ce dernier mot, ductible, auquel on offrira le synonyme de malléable. Mais ductible, ici, caractéristique de certains matériaux, désigne ce qu'on peut étirer sans le séparer. Nous avons très exactement la poétique qui organisera la quête de cette femme, Constance, qui est un nom ductible s'il en est, qui passera de bourgeoise, songeant à vendre un appartement à Paris pour quitter son mari, à kidnapper par les secrets services, à protéger de ces kidnappeurs qui seront touchés d'un étrange syndrome de Lima dans lequel les kidnappeurs sont pris d'affection pour leurs victimes et tentent par conséquent de la cacher aux secrets services pour lesquels ils travaillent, à agente en mission en Corée du Nord pour le compte de la France, dans le but de convaincre un dirigeant nord-coréen de passer au sud, à, et ici par un effet d'analepse, ancienne interprète étoile d'une chanson pop de succès international, qui, malgré les années passées, conserve un immense capital symbolique en Corée précisément, ceci expliquant sans doute pourquoi les secrets services lui ont mis le grappin dessus. Dans sa mission, Constance deviendra aussi une amante dynamique, avant de rentrer en France, enamourée de Paul Objat, qu'elle avait toujours eu dans l'œil. Avec cette formule, donc, pour nous introduire à ce retour dans sa bourgeoise vie, je cite le roman, « Nous devons interrompre cette scène, car une nouvelle autrement plus urgente vient de tomber. Après une aussi longue absence, Constance Coste et Paul Objat viennent également de rentrer en France. Nous développerons bien sûr, à mesure qu'ils nous parviendront, les détails de cet événement dans le chapitre suivant. » Donc, la ductible Constance Coste, qui s'étire mais ne se casse pas, costaude de son patronyme, continue de son prénom, elle est lourde de déterminisme, s'établira en ménage avec l'agent secret Objat, mais à la fin, près du cimetière Passy, comme lors de son kidnapping au début du roman, elle rencontrera un homme pas mal qui lui adressera la parole, comme Paul Objat l'avait fait la première fois. On lui demandera d'indiquer une rue, et comme la première fois, elle acceptera, c'est le dernier mot du roman, naturellement, dira-t-elle, nouant une circularité artificielle, un retour du même, qui, ici, semble ne vouloir rien dire. C'est mon interprétation. Donc, ainsi décrite, l'intrigue est tout particulièrement simple. Simple en regard, du moins, d'autres fictions schneidiennes, autrement alambiquées, comme on l'a vu aujourd'hui. C'est que j'ai procédé de telle sorte que j'ai laissé en plan environ le 3/4 de l'intrigue. Je n'ai rien dit de Lou Tosk, le mari de Constance, auteur du tube, dont Constance fut l'interprète privilégiée. Auteur qui est pris d'une panne créative depuis quelques années. Ce pauvre Tosk, apprendra-t-on, se voit demander une rançon pour la disparition de sa femme, dont il se garde bien de s'acquitter. On apprend aussi qu'il avait fait des conneries dans sa jeunesse, participé à un vol de banque avec un camarade artiste, et que seul ce dernier, le camarade, s'était fait coincer par la police. Il a été donc trahi par Tosk. On apprend que ce camarade perdu, Pogniel, sort de prison et que le secret service l'a approché pour servir de commanditaire dans la demande de rançon, un rôle dont on saisit mal la place dans l'intrigue d'ailleurs, mais c'est comme ça. On apprend aussi que Tosk, assez indifférent à la disparition de sa femme, essaie de faire de la musique avec son acolyte de toujours, Pélestar, mais ce dernier, en pleine dépression, finit par se jeter devant un rame de métro, alors que, comble de hasard, Tosk est justement assis dans la cabine du chauffeur en compagnie d'un ami ivoirien qui était jusque-là chauffeur de métro de son état, mais l'événement l'en dégoûtera. Je n'en suis encore qu'à mi-chemin des péripéties, mais il vaut mieux sans doute que je vous serve un petit extrait qui donne une juste idée de l'effet d'empilement que cela induit. Après le départ de Pélestar, Tosk est retourné dans son bureau, l'air impatienté par divers phénomènes. Disparition de Constance, dépression de Pélestar, date limite des impôts, temps qu'il fait, congé de la femme de ménage, situation politique internationale et décision à prendre, encore et toujours différée. Pianotant sur le plateau du bureau comme quand on s'impatiente, ses ongles, rien qu'au son, lui ont paru trop longs. Enfin, une décision prise à effet immédiat. Donc le passage, comme ennuyé de devoir nous offrir un résumé, parce que c'est à ça que sert le passage, il est en début de chapitre, empile ce qui survient, les relie de façon un peu artificielle, mais ici en révélant déjà donc ce que tout cela peut avoir à voir avec la politique internationale, ce qu'on ne savait pas, ce qu'on apprend juste
dans le dernier quart du roman. Et tout est sublimé, soudainement, dans l'entretien des ongles, en action quotidienne sans valeur symbolique aucune, à ceci près que, comme le roman qui s'allonge et se surcharge, les ongles résonnent trop, en font trop, infère-t-on. Et lorsque Tosk se les coupe, c'est trop court. Il va être inconfortable quelques jours avec ses ongles trop courts. En effet, le roman s'expurge encore quelques dizaines de pages, tournant à vide, sans résolution, sans révélation, abîmé dans le quotidien d'une grande affaire, une fois les surprises passées. Donc, plus tard, tâchant de faire quelque chose avec la demande de rançon de sa femme, Tosk demande l'aide de son demi-frère avocat d'accointance interlope, qui lui envoie son assistante, avec laquelle Tosk vivra aussitôt une idylle amoureuse. Sur les entrefaits, il aura reçu un bout de doigt de sa Constance, du moins il l'inférera, pour mettre de la pression, mais cela ne met aucune pression. D'autant que la magie narrative nous informe à nous, lecteurs, que ce n'est pas Constance qui s'est vue abîmer le doigt, mais bien une femme, compagne d'un agent du secret service, avec une grosse tache de vin sur le visage, et que cette femme s'adonne à être une copine de toujours de Nadine, la nouvelle amante de Tosk. Les hasards n'iront qu'en s'accélérant, de telle sorte que vers la fin, Poniel, l'ex-bagnard du vol de banque, sera entraîné en Corée pour sauver Constance des forces secrètes nord-coréennes, où il mourra, que le bon Ivoirien, ancien chauffeur de métro, sera engagé par les secrets services pour une mission en Afrique en compagnie de Tosk qui s'ennuie à ne rien faire, etc., etc. D'ailleurs, les etc., la narration échnosienne, les utilise au petit bonheur, souvent agacés par les détails dans lesquels elle s'enfonce. Ainsi, traitant de la rue Palikao, où est installé le studio de Tosk, le narrateur nous indique que cette rue doit son nom à la deuxième guerre de l'opium. De là, on mentionne que, dans cette rue, justement, on négociait des produits dérivés de l'opium. Je cite le roman. Des produits dérivés de l'opium, coupés de lactose quand ce n'était pas de caféine, de paracétamol, de plâtre, de strychnine ou de détergents et de produits pires encore qu'on pourrait à nouveau énumérer. Mais d'abord, alertés par les riverains qui ont vu là une nuisance et fini par se plaindre, etc. Et puis ce qu'il y a eu ensuite, etc. Donc, ce passage se rend un peu difficilement à l'oral, mais il souligne cette étrange esthétique qui se déploie comme l'as de ses propres affirmations, de ses propres digressions, sur lesquelles la narration ne cesse de revenir, raffermissant sa présence pour en justifier la place, la pertinence ou l'égarement. Donc, de ce long résumé, j'aimerais en venir à deux phénomènes particuliers qui traversent le roman et qui en soulignent l'esprit de vide que j'ai évoqué à titre d'hypothèse. Le premier phénomène, c'est une mécanique usée chez Echnoz, sans doute, mais utilisée ici avec une telle surenchère qu'elle en devient risible. Maxime l'a évoqué tout à l'heure avec un personnage qui est Poniel, qui était le commanditaire, donc je nomme ce phénomène X et Y. Hein. Ce procédé est simple et s'appuie complètement sur le média littéraire comme générateur de paralypse. En effet, au cinéma, vous apercevez un personnage qui se nomme Paul Obja et interprété par le même acteur, un personnage qui se nomme Victor. Vous comprenez alors que Paul est Victor. Dans un roman, si la paralypse est complète, si on retient tout trait de ressemblance, la surprise sera totale lors de la révélation. C'est souvent le but qui est recherché. Echnoz ne procède évidemment pas ainsi. Il enlève au lecteur tout moyen d'être trompé. On en trouve un premier exemple chez le Sertisseur, un sous-avocat en charge notamment de la gestion du kidnapping de Constance. Le Sertisseur a une tache de vin sur le visage. Il sera tantôt le sertisseur, lorsqu'il occupera sa tâche officielle dans le récit, pour ainsi dire, tantôt, dans ses moments d'anonymat, un homme avec une tache de vin sur le visage. Personne n'est dupe, personne ne peut l'être, X est Y, sauf que la narration fait comme si elle ignorait au moment de présenter Y qu'Y était X. Le personnage de Lucille, amante de le sertisseur, se colle au même principe. On aperçoit une jeune fille sans nom sur les lieux de détention de Constance durant son kidnapping. Les kidnappeurs se mettent alors à penser à enlever un bout de doigt à Constance pour mettre de la pression sur son mari en rapport avec la rançon. Le mari reçoit un bout de doigt, effectivement. Après ces événements, la nouvelle amante du mari, Nadine, rencontre son amie de toujours dans un bar. Cette amie, nommée Lucille, a un pansement sur l'auriculaire gauche. Je cite le passage. « Qu'est-ce que tu t'es fait au doigt? »« Oh, a dit Lucille, rien, pratiquement rien, un petit accident domestique. »« Ah, » s'est exclamé Nadine Alcover, « on n'a pas idée de l'importance des accidents domestiques. Tu sais que c'est la 3e cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiovasculaires? Tu imagines ce que ça représente rien qu'en France, les accidents domestiques? » Ce passage se noue parfaitement à celui de la coupe des ongles, alors que le quotidien venait sublimer l'action. Les choses trappes d'espionnage et ses dangers sont ici évincés au profit des accidents domestiques. Et en effet,
on risque bien davantage sa vie dans le futile que dans les drames internationaux, comprend-on. Et d'ailleurs, la grande affaire de la vie de Lucile, à tout prendre, c'est d'être mal accompagné, d'avoir un compagnon aux préférences sexuelles frustrantes, bien davantage que des problèmes d'espionnage. Elle n'arrête pas de parler de sa vie sexuelle problématique, et jamais vraiment des trappes d'espionnage. Donc, X est Y, mais devenant Y, elle porte un propos sur toute une trame d'espionnage et sur son côté qui est anecdotique. Mais c'est évidemment avec le personnage de Paul Obja que ce phénomène de X et Y prend toute son ampleur, car on sent bien dès le commencement que Paul est Victor. Il va d'une sorte d'évidence économique du récit, sauf qu'on ne le mentionnera qu'en grande pompe, à la page 277, quand Paul et Poniel apparaîtront de nulle part pour sauver Constance et de tortionnaires menaçants. Et on l'apprend sous ces mots, qui sont ceux de Constance. « Tiens, Victor, a-t-elle seulement dit, sans paraître, au point où elle en était, plus surprise que ça. » La narration continuera à nommer Victor, Paul ou Obja, achevant d'affirmer X et Y. Mais comme Constance ne paraît guère surprise, le lecteur de même ne reconnaît là aucune rétention d'informations qui se révélerait soudainement. Il y va donc du vide dont je parlais en hypothèse. Lorsque le narrateur fait fi de sa réserve et du secret service, il désigne au début du roman une double attitude. Ne pas faire comme s'il ne construisait pas un roman, ne pas retenir du contenu pour surprendre. Il va essayer de détourner le détournement au cœur de l'écriture du roman échnosien et du roman d'espionnage. C'est à ce phénomène étrange donc qu'on assiste, il me semble, dans Envoyé spécial. J'aimerais déplier un dernier exemple avant de cavaler vers la conclusion. Regardons de plus près le logis où Constance est hébergée lors de son kidnapping. En ce lieu, pour se distraire, Constance lit d'un bout à l'autre les volumes de l'encyclopédie qui est. L'arbitraire dont procède l'ordre alphabétique est le seul qui guide sa connaissance du monde. On mentionne aussi qu'il n'était pas déplaisant de découvrir un milieu rural, flore et faune, dont elle ignorait tout, comme elle ignorait toujours où elle se trouvait au juste. Mais, ajoute-t-on aussitôt, je cite le roman, c'est une longue citation, à cet égard, quelques signes existaient, pertinents mais contradictoires. Car si au-dessus de la cheminée, une carte départementale en couleur avec effet de relief éditée par le Conseil général de la Mayence pouvait laisser entendre qu'on s'y trouvait, s'affichait aussi près du buffet le thermomètre mural publicitaire d'une boucherie charcuterie volaille, place de la mairie dans un bourg aveyronais, au nom inconnu de Constance. Ce dispositif, œuvre du raffiné le sertisseur, qui, pour égarer un peu plus l'otage, avait disposé, comme des leurs, ses indices, l'un dérobé à Laval et l'autre à Saint-Afrique, 700 km plus loin, suite au demeurant révélé vain. La jeune femme, n'étant guère plus savante en géographie française qu'en histoire naturelle, il ne l'avait en rien affecté. Constance n'est pas taillée pour le récit d'espionnage, et, faut-il ajouter, elle se fiche un peu d'où elle se trouve, elle étudie méthodiquement son encyclopédie et écoute avec bonheur le chant des oiseaux. Le romanesque, ce n'est pas sa tasse. On voit pourtant l'excès, la dépense de moyens utilisés pour la tromper, et tout ce que cela a de vain dans le récit comme dans le texte, car on ne peut que constater l'effet de réel rappelé par le thermomètre, qui se substitue pour le coup au baromètre de Madame Aubin. Un thermomètre géolocalisé, qui signifie son appartenance économique, géographique, temporelle. Mais qu'importe, comme l'effet de l'heure n'agit pas chez Constance, l'effet de réel, le petit réalisme d'espionnage dont pourrait procéder ce dispositif, n'agit guère chez le lecteur, qui ne lit pas un roman d'espionnage. C'est le simulacre de celui-ci qui fait comme s'il faisait celui-là, que nous rencontrons dans un constant déphasage. Car le passage se termine par une longue dissertation sur le chant des oiseaux et autres phénomènes naturels duquel Constance se fait témoin. Et la narration termine cette dissertation par ces mots. Nous pensions qu'il n'était pas mauvais que ce phénomène zoologique, trop peu connu à notre avis, soit porté à la connaissance du public. Certes, le public a le droit d'objecter qu'une telle information ne semble être qu'une pure digression, sorte d'amusement didactique permettant d'achever un chapitre en douceur, sans aucun lien avec notre récit. À cette réserve, bien entendu recevable, nous répondrons comme tout à l'heure, pour le moment. Pour le moment et pour tout le livre, ai-je envie d'ajouter, car je ne conçois pas clairement l'utilité que trouvera le passage. On y fait plus référence du moins. Donc, si de telles références narratives sont communes en littérature contemporaine, et je ne veux pas en faire un cas d'école, loin de là, elles étonnent devant l'œuvre d'Echnoz, en ce qu'elles expriment une sorte d'inversion en regard de ses premiers livres, dont Lac ou L'équipé malaise. Alors que le jeu de l'absence narrative, cette ambiguïté dont je parlais en introduction, permettait de mener le récit, d'en gérer les causalités, de tromper ou de faire comme si. Ici, la présence narrative permet d'exprimer le vide causal, pas que les événements ne se tiennent pas, mais ce qui les tient en devient vite, il me semble, indifférent.
De là, donc, j'aimerais arriver au dernier temps de ma présentation et affiner un peu mon hypothèse, car le vide n'est guère satisfaisant. Si nous reprenons l'inutile dispositif de l'essertisseur, nous constatons une chose. Ce dispositif fonctionnerait dans un roman à la causalité régressive, c'est-à-dire un roman dans lequel des éléments du commencement, c'est l'exemple du clou aperçu au début d'un texte de Tchekhov, devaient forcément engager quelque chose à la fin, quelqu'un s'y pend. C'est le principe de la causalité régressive, on aperçoit un clou au début et à la fin, quelqu'un doit s'y pendre. Dans un roman d'une telle logique, l'élaboration de dispositifs pour l'heure et constance aurait mobilisé une lecture déductive de la part de cette dernière, pour qu'elle soit effectivement trompée ou qu'elle relève le défi. De même pour la tache de vin de l'essertisseur. Ce signe nous indique dès son apparition que l'essertisseur jouera une double identité, et qu'elle n'est pas déconvenue de constater que cette double identité n'est pas jouée complètement. Nous avons en vérité un problème de motivation dans ce dernier roman d'Echnoz, ou, pour prendre le point inverse, un problème de dépense. Je m'explique. On connaît l'hypothèse de Gérard Genette sur la vraisemblance. Le narrateur balsacien remarque Genette, pour faire pénétrer l'attitude des personnages dans la vraisemblance commune, invente une loi psychologique ou sociale qui justifie chaque action. C'est le principe donc de la motivation. Chaque action doit pouvoir être motivée. Envoyé spécial engage un problème de motivation très tôt, dès l'amorce, alors que le général Gourgeot veut une femme. Avec le désir ductible qu'il exprime, on sent que la motivation est par contre louvoyante, que la loi ne tient guère. Et en effet, jusqu'à la fin, on ne comprend pas trop pourquoi Paul Obja proposa Constance pour ce rôle de femme, personnage si peu disposé à la vie d'espionne, comme on l'a vu dans son peu d'empressement donc à se défaire de ses ravisseurs. C'est alors qu'une autre loi est nécessaire, celle faisant de Constance une ancienne chanteuse d'un tube à réputation internationale et qu'apprécie tout particulièrement la Corée du Nord. Ce problème donc de motivation rencontre le problème de dépense. Car pour motiver, il faut en faire trop. Trop en ajouter, trop souligner. On quitte la loi économique de la vraisemblance pour atteindre le façonnement ouvré du simulacre. Le problème donc de la dépense se pose chez Echnoz dès lors que les canevas ne fonctionnent plus. Et ces canevas appartiennent à l'écriture echnozienne, mais comme las de les porter. On rencontre dans Envoyé spécial cette entrevue avec Pierre Michon, où on lui demande, et l'entrevue passe à la télévision dans la chambre d'hôtel nord-coréenne. Donc Pierre Michon, on lui demande, le style, cette manière si singulière qui est la vôtre, provoque-t-il le propos ou en est-il la conséquence? Question posée à Pierre Michon. La réponse de Michon est ambiguë, et de même celle d'Echnoz dans le roman au style si pleinement echnozien. Ce roman, par ses écarts encyclopédiques, métadiscursifs, les jeux de paralypse, fédère ce discours de vacuité, de quête qui n'avance pas. La surprésence narrative devient nécessaire dès lors que l'absence de motivation structurale devient évidente. Dès lors que Constance n'est motivée par rien, que tout devient assimilable à un accident domestique, à la manucure. Le c'est con, on y était presque, devient alors l'exclamation antithétique de ce roman, parce qu'on se demande un peu à ce point du récit, qu'est-ce qui y était? Car on sait que le ressortissant nord-coréen vivant n'aurait rien apporté aux forces libres. On sait que la fin eût été la même qu'importe. Le style, cette manière si singulière d'Echnoz, propulse son histoire, dirait-on. Sa présence narrative en est le symptôme transgressant, le signe de sa dépense pour maintenir l'édifice en place. Merci.